Début ce matin des épreuves du baccalauréat session 2014, plutôt à suivre le domicile du député Mohamed Ben Omar, victime d'une attaque par 3 individus, à suivre le point de presse animé par la police. Et puis début des épreuves du baccalauréat sportif session 2014, à suivre les détails dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dounia. Je l'annonçais dans les titres, le domicile du député national Mohamed Ben Omar, victime d'une attaque par 3 individus dans la nuit du 19 au 20 mai 2014. À cet effet, la Direction générale de la police nationale a tenu cet après-midi un point de presse pour apporter un certain nombre d'éclaircissements par rapport à cette affaire. Mariam Ossoumana, Jamil Oumarou pour le compte-rendu. Décidément, une habitude inédite s'installe dans notre paisible pays. Il s'agit des attaques à domicile, 2 fois cherchant à attenter à la vie des personnalités. Après l'attaque à balles réelles chez le président de l'Assemblée nationale, c'est au tour de l'honorable député Mohamed Ben Omar d'être la cible de 3 assaillants opérant sur une moto. Très surpris par cet incident qui l'amène à se poser 1001 questions, le député nous relate ici les faits. C'était presque au petit matin, c'est vers 4h, 4h10. Nous, c'est les tirs qui nous ont réveillés. Selon ce que la sentinelle m'a rapporté, il y avait 3 individus sur une moto, donc aux environs de 4h08, 4h09. Donc ils sont venus à côté de la maison. Et apparemment, ils se sont rendus compte que la sentinelle était au devant de la maison. Peut-être ils avaient une autre intention, certainement c'était de venir dans la maison, mais comme ils ont vu que la sentinelle était là, ils ont tiré donc à distance, à peu près à 50 mètres. Ils ont tiré en rafale, selon ce que les policiers m'ont dit. Et là, les douilles qui ont été trouvées, il y a 8 balles, dont une balle a même perforé un véhicule qui était garé dehors, le véhicule de mon fils. Et maintenant, automatiquement, ils ont repliqué. Ils ont pris la poudre d'escampette. Maintenant, dans leur course, à peu près à 50 mètres dans le virage, ils ont fait tomber une grenade. Et selon les services de police, tout à l'heure, ils me disaient que c'est une grenade modifiée, donc extrêmement explosive. Ils mettent un certain nombre de choses pour qu'elle aille plus loin et plus de dégâts. C'est donc pour apporter des éclaircissements sur cette attaque qui a semé la psychose chez le sieur Ben Omar et au-delà dans le quartier Bobiel que la direction de la police nationale a tenu ce point de presse. Dans la précipitation, les assaillants ont abandonné à une centaine de mètres de la maison une grenade modifiée à l'effet d'adjoindre un dispositif de détonation à distance. Les services techniques ont procédé aux constatations d'usage et l'engin explosif a été pris en charge par les unités compétentes. L'enquête ouverte par le parquet de Niamey a été confiée à la direction de la police judiciaire. Cette énième attaque chez nos personnalités politiques intervient dans un moment où le climat politique est délétère, avec notamment le blocage des travaux à l'Assemblée nationale. Alors, question, à quelle fin ces actes criminels sont orchestrés? Pourquoi le député Ben Omar après le président de l'Assemblée nationale? Et puis à déverser dans le même chapitre, la Direction générale de la police nationale a tenu cet après-midi un point de presse objectif et d'apporter des éclaircissements sur l'attaque perpétrée chez le député Mohamed Ben Omar dans la nuit du 19 au 20 mai dernier. Suivez donc l'officier de police Adili Toro pour plus de détails. Du 19 au 20 mai 2014, aux environs de 4 heures du matin, 3 individus sur une moto du genre communément utilisée à Niamey, armés de fusils AK-47, se sont postés à une trentaine de mètres du domicile de l'honorable député Mohamed Ben Omar pour ouvrir le feu en direction du domicile de ce dernier.
3 impacts de tir ont été relevés, dont 2 juste à l'entrée du domicile et 1 sur un véhicule garé à la devanture de la maison. 9 douilles ont été découvertes dans la zone de tir. Le dispositif de sécurité en place a promptement réagi, obligeant les assaillants à se replier. Dans la précipitation, les assaillants ont abandonné à une centaine de mètres de la maison une grenade modifiée à l'effet d'adjoindre un dispositif de détonation à distance. Les services techniques ont procédé aux constatations d'usage et l'engin explosif a été pris en charge par les unités compétentes. L'enquête ouverte par le parquet de Niamey a été confiée à la direction de la police judiciaire. Le ministre des Enseignements secondaires et le gouverneur de la région de Niamey ainsi que les cadres du dit ministère se sont rendus ce matin au centre jury numéro 1 pour encourager les candidats qui passent pour les épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat session 2014. Occasion saisie par le gouverneur pour visiter certains chantiers en construction de classes en matériaux définitifs. On fait le point dans ces différentes étapes avec Murtala Zouberou. S'enquérir du bon déroulement des épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat session 2014, mais aussi visiter les chantiers de construction des classes en matériaux définitifs, c'est l'objectif principal de ces visites entreprises par le gouverneur de la région de Niamey. Premièrement, c'est le jury numéro 1 au stade municipal de Niamey qui a reçu la visite du gouverneur accompagné pour la circonstance par la ministre des Enseignements secondaires ainsi que des cadres du dit ministère. Là, la délégation ministérielle a eu d'amples explications en ce qui concerne le déroulement de l'examen par le président du jury. Ce dernier a par la suite rassuré les autorités quant au bon déroulement des épreuves. Après cette étape, la ministre s'est confiée à la presse. Nous sommes rendus sur le lieu pour voir effectivement le début des épreuves du bac sportif. Et donc cette année, nous avons plus de 24 000 candidats. Donc nous avons encouragé, n'est-ce pas, les professeurs qui sont avec eux, mais aussi encourager les élèves. Ça se passe dans le calme, la discipline, et je pense qu'Inch'Allah, ils vont finir ça dans de bonnes conditions. Après cette étape, le gouverneur de la région de Niamey ainsi que les cadres de la direction régionale de l'éducation nationale ont entamé une série de visites de certains chantiers de construction des classes. La première étape, l'école primaire Lazare 1 et 8, où le gouverneur a constaté des classes construites. La seconde étape, le chantier de l'école Nord Fesso 1. Là aussi, les travaux avancent normalement. Les chantiers de construction de l'école d'Anzama Kwara, celui du Nord Fesso 3 et enfin le chantier de l'école Lazare 7 recevront la visite de la délégation conduite par le gouverneur. Après tous ces périples, le gouverneur tire la synthèse. Nous sommes en tout cas satisfaits de ce que nous avons vu parce que dans plusieurs écoles, ces classes sont déjà terminées. Qui n'attendent que la réception des travaux. Bon, évidemment, nous avons fait quelques constats quand même sur la qualité des travaux de finition dans certaines écoles. Nous avons donné des instructions pour que, en tout cas au niveau de la réception, que ces réserves soient levées pour qu'avant la rentrée scolaire octobre 2014, que ces réserves soient corrigées. Nous avons constaté également dans certaines écoles le non-respect quand même des dimensions des tableaux au niveau de certains jardins d'enfants parce que le tableau semble être plus élevé, un peu plus élevé pour les enfants. Et là aussi nous avons des instructions pour que ces tableaux soient un peu adaptés au niveau de certaines écoles. Il y a certaines écoles qui n'ont pas encore de latrines. Bon, tout ça là, vous savez, nous avons essayé d'interpeller les directeurs d'établissement qui sont les premiers responsables de l'établissement, pour avoir de l'initiative à leur niveau. Parce qu'ils sont encadrés, ils sont entourés par le bureau des parents d'élèves, le bureau des COGES. Alors là, c'est des outils qui sont à leur disposition pour pouvoir les aider, en tout cas, à essayer d'améliorer les conditions de travail au niveau de ces établissements-là. Donc c'est ça notre message que nous avons apporté, parce que pour nous, déjà nous nous mettons dans la disposition de préparer la rentrée scolaire d'octobre 2014, puisque 2013 est déjà terminé.
au niveau des écoles, en tout cas primaires, je peux, sans risque de me tromper, dire que très bientôt, nous allons dire bye-bye, en tout cas aux classes payotes. Cette visite effectuée sur les différents chantiers a permis au gouverneur de la région de Niamey de mieux s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des classes en matériaux définitifs. Ces classes viendront renforcer celles déjà existantes. Direction Kegel, c'est un village de la région de Maradi où la transformation d'un produit local appelé Moringa est l'activité principale des femmes du dit village. Ce qui a d'ailleurs retenu l'attention de notre correspondant sur place, Alzouma Seyni Soumaïla. Du département de Madarumfa où la culture du Moringa occupe une place de choix dans les activités quotidiennes des femmes. Dans ce village, 8 groupements féminins qui comptent environ 150 femmes, appuyées par des ONG de développement, travaillent dans la transformation des feuilles du Moringa en poudre comestible qu'elles commercialisent sur les marchés locaux. Un travail de longue haleine qui permet à ces femmes d'envoyer leurs filles à l'école et de générer du profit. Daki guda na garin zogala, daki guda na yalmaka da faffa. Gaskiya muna samun amfani. Lalle amfanin waga zogala da ɗiyanmu suna ɗaukata suna tahiya suna talla. Amma yanzu wanga amfani da muna saye muna ajiye ta mun raba su da wannan talla. Daga cikin wannan amfani muna yi ma ɗiyanmu kaya muna sai musu kayayyakin zuwa lakwal. Kuma amfanin ta kala-kala ne. Amfanin garin zogale mai yawa ne, tana maganin dundumi, tana ƙarin jini, tana maganin tamowa. Cette poudre du Moringa possède des vertus thérapeutiques reconnues par les femmes de la contrée qui l'utilisent souvent dans la lutte contre la malnutrition des enfants. Mansur Yahaya, lokacin da aka haihe shi, ba shi da lahiya aka kai shi likita aka auna aka ce yana da farar masassara ne da imasi. Sai aka ce abu zogala garinta. In na kada sannan kahin ya fara shan abinci to sai ina kada mai cikin madara shina sha. Har yayi wata 3 ina kada gwadagwab ina zuba wannan gari ina ba shi shina sha. Yanzu alhamdulillah gashi nan wurin. In ta taso mai ma sai in sake kada mai shikenan sai masassara ta sakai. Uwayen ɗaya wanda yaran su ba su da lahiya sai su dinga kokari wannan garin zogala suna rika yin kunu suna zuba garin logala suna ba yara ko ruwan ma in ba su shan garin sai a zabka ruwan a dama kunu da su ana rika ba yara. Pour augmenter leur production et atteindre le maximum des populations nigériennes, ces femmes de Kegel ont exprimé le vœu d'être équipées d'une machine à moudre et d'une machine de conditionnement de la part de l'État et les partenaires au développement. Direction à présent Tawa où l'ONG Action Stop Pauvreté vient en aide aux femmes de la commune rurale d'Akoubonou dans le département d'Abalaka. C'est 50 femmes déclarées vulnérables qui vont bénéficier de cette aide. Asman Amadou. 150 têtes de chèvres prévues pour 50 femmes vulnérables de la commune rurale d'Akoubonou dans le département d'Abalak à travers ce geste humanitaire de l'ONG Action Stop Pauvreté Annekabal en Tamashak qui signifie solidarité, que cette ONG vient en aide à ces femmes pour cette première phase. Un geste qui vise à améliorer les conditions de vie des familles bénéficiaires en appui au programme de la Renaissance du Niger initié par le président de la République, précise le secrétaire exécutif de l'ONG Action Stop Pauvreté. 50 familles qui sont concernées à raison de 3 chèvres par femme. Donc c'était ça, et c'est une opération sur fonds propres, comme je l'ai dit, de l'ONG ASP Annekabal. Et nous avons initié cette initiative. L'ONG a fait beaucoup d'activités dans cette commune, à savoir les jardinages, les banques céréalières, les crédits, mini-crédits aux femmes vulnérables. Et maintenant, nous avons initié ce nouveau programme d'appui en chèvres à destination de toutes les populations. Pour un début, maintenant, c'est les femmes vulnérables que nous avons touchées. Et nous espérons de l'avenir essayer d'apporter
la même opération de l'élargir aux hommes et à d'autres femmes de d'autres contrées de la commune et même au-delà du département d'Abalak. L'appel que je lance à ces femmes est de prendre au sérieux les activités de l'ONG ASP Iqbal. On n'a pas donné ces chèvres pour qu'elles soient vendues. On les a données aux femmes pour que la famille, d'une manière large, puisse en bénéficier. Le vice-maire de la commune rurale d'Akoubonou se réjouit de cette initiative de l'ONG Anekabal en ciblant les femmes comme bénéficiaires de cette aide. La lecture que nous faisons de cette aide, c'est que c'est une aide qui est d'abord venue à point nommé, parce que tout simplement l'année a été déficitaire et que l'élevage constitue l'une des activités les plus importantes au niveau de la commune. En ciblant les femmes, on touche la couche de la société la plus vulnérable. Dans un contexte de vulnérabilité générale, ça va sans dire que les femmes vont être encore beaucoup plus vulnérables. Donc le choix des femmes n'est pas fortuit. Et ça cadre avec notre planification communale. C'est inscrit dans notre PIA que des actions de ce genre doivent être menées à l'intention de toutes les couches vulnérables de la commune, en particulier à l'intention des femmes. En donnant le coup d'envoi de cette distribution des chèvres, le préfet du département d'Abalak, qui a présidé cette cérémonie, a salué cette initiative. Il demande aux autres ONG qui interviennent dans la zone de leur emboîter les pas. Les bénéficiaires ont remercié l'ONG Anekabal en leur souhaitant plein succès dans leur activité. À marge de cette cérémonie, les membres de l'ONG Action Stop Pauvreté ont visité les puits qui ont été réalisés sur le site ciblé au profit des maraîchers de la commune urbaine d'Abalak et un magasin de banques céréaliers. Suite aux inondations, donc dans le quartier Ferraille par les eaux de pluie du dimanche dernier, les autorités communales en complicité avec le mouvement pour la sauvegarde des acquis démocratiques Mozadem ont lancé les travaux de construction d'un canal d'évacuation des eaux de pluie dans le quartier. Le président du conseil de ville de Niamey s'est rendu ce matin sur le lieu des travaux afin de s'enquérir de leur état d'avancement. Seyni Meikido Jibril. Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la capitale le week-end dernier ont occasionné d'énormes dégâts à la population riveraine du quartier Ferraille, un quartier traversé par le cours d'eau Guntu-Yena. Les eaux ont envahi les concessions et rentré jusque dans les chambres en faisant effondrer les murs. Une récurrente situation qui gêne la quiétude des populations durant 3 ans. abin da halir ga sola irfuwai kunno to da hari irgine walla sara haikul sara yanzu nan sai da mana ta kare bamu da hayya hita sai da mana kare ruwan cikin sa muka shiga da mu ba tsutsa sai ta shiga madana jika na ga cenai wallahi Allah izan kun mun kashe fudiriye muna mishi magani duk tsutsa sai ta shiga cikin cenai yaro saboda wurin ga wata tsutsa shi kai dogage kaga dai akwai matsala tunda yanzu gidan sai da kowa an goga da kowa sai da inda yuwa tunda abinci ma ya lalace. Pour endiguer à ce problème, les autorités communales ont lancé un marché de construction d'un canal permettant d'évacuer les eaux de pluie. Mais pour l'heure, avec la complicité du mouvement pour la sauvegarde des acquis démocratiques, Mozadem, les autorités communales ont déjà commencé les travaux avant que les entrepreneurs se manifestent. Suite effectivement à l'inondation des riverains de cet endroit, la société civile par le biais du Mozadem nous a également interpellés. Aujourd'hui, je suis venu constater l'effectivité du démarrage des travaux pour déjà faire une bonne tranchée pour permettre à l'eau de passer sans gêner les riverains. Nous avons anticipé sur le marché on est en train de préparer pour que une entreprise le fasse. Mais comme la saison des pluies est venue un peu plus tôt qu'on le pensait, et on était obligé
commencer par la trancher. Nous remercions au passage la communauté de Niamey, à savoir le maire central, qui a bien voulu nous accompagner avec ses propres moyens et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les travaux ont commencé devant vos yeux. Il y a eu des lancements préliminaires pour le dégagement des carcasses. Et avec la dernière pluie qu'il y a eu, vous avez constaté vous-même les dégâts que ça a occasionné. Nous avons saisi les maires. Vous savez, ce qui est dommage, c'est la loi. Vous savez, la procédure des marchés au Niger, ça prend beaucoup de temps. Le DAO a été fait comme le maire l'a signifié. Mais malheureusement, il faut respecter la procédure pour que l'ARMP donne son avis. Mais en ce temps, les pauvres citoyens sont en train de périr. Donc c'est pour cela qu'on a négocié, on a parlé au maire pour qu'au moins sur le fond de la mairie, et comme la mairie a ses agents, pour que la tranchée soit faite en attendant. Le problème d'inondation est devenu récurrent de nos jours et touche chaque année plusieurs quartiers de la capitale. En cette période pluvieuse, les autorités communales doivent changer à réhabiliter les canaux d'évacuation des eaux et construire de nouveaux afin de sécuriser la population niaméenne contre ce phénomène. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey d'un atelier régional sur le thème l'efficience administrative et opérationnelle. Une réunion organisée par l'Association internationale de sécurité sociale en collaboration avec la CNSS. C'est le ministre de l'Emploi qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux en présence des membres du gouvernement. Al-Mokhtar Keni. L'efficience administrative et opérationnelle, c'est le thème de ce séminaire technique de l'Association internationale de la sécurité sociale AISS. Occasion pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger de prendre la parole et de souhaiter la bienvenue aux hôtes venus de la sous-région avant de saluer le choix porté sur le Niger pour cette rencontre. Je me réjouis du choix porté sur la Caisse nationale de sécurité sociale du Niger en tant qu'organisme membre de l'AISS pour abriter cette importante formation organisée à l'intention des cadres administratifs, techniques et opérationnels des institutions de sécurité sociale des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au nom du président et des membres du conseil d'administration, du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale et aux miens propres, j'adresse mes très vifs et sincères remerciements aux invités et à toutes les personnalités qui ont bien voulu rehausser de leur présence l'éclat de cette cérémonie officielle d'ouverture de ce séminaire. L'officier de liaison pour l'Afrique de l'Ouest, représentant le secrétaire général de l'AISS, a pour sa part relevé le but recherché par le bureau de liaison à travers une telle réunion. Depuis maintenant 4 années, l'Association internationale de sécurité sociale, AISS, à travers son bureau de liaison pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Abidjan, organise des rencontres de décideurs, des dirigeants des institutions de sécurité sociale, des experts, des chercheurs, des acteurs de la société civile pour réfléchir au développement de notre sécurité sociale et d'échanger sur les cas de bonnes pratiques. Un état des lieux en Afrique subsaharienne fait ressortir des taux de couverture qui varient de 10 à 15% de nos populations. Ces faibles taux et les attentes justifiées de nos populations doivent nous amener à réfléchir et faire des propositions concrètes. Dans son discours d'ouverture des travaux, le ministre de l'Emploi, du Travail, de la Sécurité sociale a souligné l'importance des systèmes de sécurité sociale. Les systèmes de sécurité sociale ont constitué de tout temps un rempart de protection contre l'adversité, les dénuements et les divers risques socio-économiques pouvant affecter la vie des individus, des familles et des communautés. Cependant, au cours de ces 3 dernières années, les conséquences de la crise économique et financière, ainsi que leurs répercussions sur les marchés du travail et l'environnement sanitaire et social, se sont traduites
au plan de la sécurité sociale par une diminution des ressources de financement des systèmes de sécurité sociale et un accroissement des besoins à satisfaire, ainsi que des attentes de plus en plus pressantes des services de meilleure qualité. Ce séminaire de 2 jours qui regroupe des experts venus des pays de la sous-région vise à offrir un appui technique aux organismes de sécurité sociale membres de l'AISS afin de les aider à améliorer leurs performances en matière de gestion administrative et opérationnelle et à promouvoir une culture de l'excellence dans toutes les activités concourant à la réalisation de leur mission. Autre atelier à signaler dans cette édition, c'est à Dakoro, dans la région de Maradi, un atelier de réflexion sur la mise en œuvre de la phase 7 du projet d'appui au secteur de l'élevage. Nous retrouvons Alzouma Seyni Soumela. Programme de développement local dans le secteur pastoral, la phase 7 du projet d'appui au secteur de l'élevage PASEL 7 est au centre de cette rencontre entre élus locaux, chefs traditionnels et membres de la société civile des départements de Dakoro et Bermo qui sont appelés à réfléchir en vue d'une meilleure mise en œuvre du projet. Un atelier organisé dans la commune urbaine de Dakoro, qualifié de tournant décisif par le préfet de Dakoro. C'est le moment de faire une bonne programmation pour le PASEL 7 parce qu'on a déjà une expérience écoulée. Donc, se basant sur cette expérience passée, je pense que, et je crois que c'est les différents acteurs qui sont réunis ici, qui peuvent quand même définir une bonne programmation pour que PASEL 7 soit au bénéfice de notre population. En ouvrant les travaux, le président du conseil régional de Maradi a relaté les opportunités qui seront offertes par le PASEL 7 et la responsabilité qui incombe aux acteurs principaux des départements concernés. Le PASEL 7 mettra l'accent sur le renforcement des capacités des collectivités territoriales à assurer leur propre maîtrise d'ouvrage dans l'accomplissement de leurs actions de développement et leur collaboration avec les services techniques de l'État, la société civile et les autres partenaires. C'est ce qui justifie toute l'importance de votre présence en tant qu'acteurs primordiaux dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi de cet important programme pour notre région. Au cours de ces 2 jours d'échange que dureront les travaux, je vous exhorte à identifier et proposer des actions concrètes réalisables dans un horizon temporel de 4 ans, définir des indicateurs des activités, proposer des mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation des actions que vous avez vous-même identifiées. Vous comprendrez que l'approche prônée pour cette nouvelle phase nous met au centre de l'accomplissement de nos missions respectives et que nous n'avons pas droit à l'erreur. Pour une mise en œuvre efficace de cette 7e phase du projet d'appui au secteur de l'élevage dans la région de Maradi, un atelier régional qui réunira les 4 départements concernés par le projet, en l'occurrence Madarumfa, Guidarumji, Dakoro et Bermo, sera organisé à Maradi dans les prochains jours. Le syndicat national des agents de la formation professionnelle et de l'enseignement technique observe depuis ce matin une grève de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, le non-respect des points de leur plateforme revendicative et le non-octroi des primes de craie aux enseignants du dit syndicat. Halimatou Abdou. Ce blocage total et permanent des notes et tâches administratives observées depuis lundi dernier par le syndicat des agents de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, suivi de cette grève de 48 heures, est la conséquence du non-respect des engagements pris par la partie gouvernementale dans leur plateforme revendicative qui comporte 5 points. Le SINAFOP veut aussi, à travers cette grève, mettre fin à la discrimination dont fait l'objet les enseignants des écoles professionnelles qui ne bénéficient pas du prime de craie octroyé à tous les enseignants du Niger. Bon, l'objet principal de toute grève, c'est des mécontentements qu'on a exprimés en 5 points. Donc, qui, entre autres, comme vous le savez, est l'adoption du statut particulier du cadre de l'enseignant.
Il y a aussi la question épineuse des rappels de nouvellement engagés, l'incidence financière. Et aussi le 5e point, c'est particulièrement la prime de crédit qui a été accordée par un décret présidentiel dont tous les enseignants du Niger ont bénéficié, sauf ceux de la formation professionnelle. Ça, je le précise, sauf ceux de la formation professionnelle. Et aussi, c'est parce que quelque part, nous avons des difficultés au niveau du ministère des Finances parce que nous n'avons pas un représentant. Et ça aussi, c'est une question qu'on a notifiée, qu'il fallait avoir un représentant qui connaît véritablement la question de la formation professionnelle. En plus de cette grève, les enseignants des écoles professionnelles et techniques n'entendent pas s'arrêter là. Ils veulent aller jusqu'à boycotter les examens de fin d'études si toutefois leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. La grève d'ailleurs, c'est une grève à 2 phases. La première phase, c'est un arrêt de travail de 48 heures d'avertissement. Et maintenant, la deuxième phase qui a commencé depuis hier, c'est un blocage des tâches administratives, des notes et même plus loin des examens de fin d'année. Parce que c'est quelques armes que nous avons entre autres. Le syndicat national des agents de la formation professionnelle et de l'enseignement technique reste ferme et déterminé à faire aboutir les légitimes revendications de ses militants, tout en restant ouvert à un dialogue franc et sincère. Plusieurs véhicules administratifs et édifices publics ont été vandalisés à la suite d'une sortie musclée des étudiants de l'université de Niamey. Des étudiants qui justifient leur acte par le refus des responsables de l'ANAB de l'équité dans le traitement, donc d'assurer l'équité dans le traitement des bourses octroyées, des dossiers plutôt, donc octroyant l'aide sociale aux étudiants. Suivons plus d'explications avec Maman Sani, il est étudiant à l'université Abdou Moumouni de Niamey. J'ai constaté de moi-même que tout était parti, n'est-ce pas, d'une question du paiement de l'aide sociale. Le directeur de l'ANAB en personne voulait coûte que coûte exclure certains bénéficiaires de l'aide sociale, dans la mesure où il devrait tout simplement signer, n'est-ce pas, une liste pour que le paiement suive son cours normal, plus précisément la liste de L de droit. Et ces directeurs-là avaient tenu tête. Ils ont voulu également exclure l'ancienne licence droit. Et c'est ce qui a fait que le comité exécutif de l'ENUN et l'ensemble des camarades de la grande base de l'ENUN avaient décidé, n'est-ce pas, d'aller à l'ANAP pour tout simplement demander des justifications à l'endroit de ces sœurs. Et une fois là-bas, le directeur de l'ANAB n'a trouvé mieux que de s'engager, de se mettre, n'est-ce pas, à arrêter les membres du comité exécutif. Les membres du comité exécutif étant arrêtés, certains camarades de la grande base de l'ENUN qui étaient sur le campus avaient aussi décidé, n'est-ce pas, d'aller créer les conditions de leur libération. Et c'est là d'une manière directe. Voilà en réalité ce qui a fait que le mouvement qui avait commencé depuis les environs de 11 heures continue encore à suivre son cours normal. Alors, elle m'a pris. Oui, le seul que moi je constate, parce que jusque là je parle des nouvelles des autres, c'est le secrétaire chargé des affaires académiques et sociales qui avait été pris. C'est là, je crois que tous ceux qui ont été à l'ANA peuvent le témoigner. Autre mouvement d'humeur, cette fois-ci du syndicat national des conducteurs de taxi. Et c'est dans une déclaration qu'ils ont rendue publique à leur siège, à travers laquelle ils ont fait part de leurs multiples problèmes. Suivez plutôt. Pour rappel, vous connaissez déjà que sur le terrain de combat contre la cherté des hydrocarbures, on était à l'avant-garde. Malgré qu'il y a beaucoup des associations de défense des consommateurs qui existent, mais malheureusement, on ne comprend pas leur silence. C'est pourquoi nous d'ailleurs, en tant que conducteurs, nous avons décidé de mener ce combat. À part ce combat, comme vous le savez, nous avons un secteur qui connaît beaucoup de problèmes, d'ailleurs qui est un secteur qui est indispensable pour le développement de ce pays. La preuve, vous le connaissez, nous sommes un pays enclavé. Tout ce qui nous vient par voie terrestre. Donc c'est le transport.
malgré tous les efforts que nous sommes en train de fournir, les autorités de la 7e République ne nous reconnaissent pas. Au contraire, elles ne font que davantage participer à la destruction de notre secteur à travers les actes qu'elles posent chaque fois. C'est le seul secteur aujourd'hui qui connaît des problèmes depuis des années, qui a des revendications qui ont 10 ans d'âge. Je vous dis, tous les secteurs de transport aujourd'hui connaissent des véritables problèmes. Entre autres problèmes que nous avons, vous savez que nous avons, en début d'année, posé des revendications. En janvier, nous avons posé des revendications par rapport d'abord à l'essence et au problème de notre secteur, qui est la cherté des documents administratifs de transport. Entre autres documents, nous avons la patente qui est excessivement chère, la vignette qui a été rehaussée. Il y a aussi les primes d'assurance. Voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces propos de Gamache Mahamadou du Senko Taxi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir, à très bientôt.